bel après-midi. Bonjour à tous et bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal avec cette inquiétude à Bourgoin-Jallieu en Isère. Après la tentative d'enlèvement d'une fillette de 4 ans, les faits remontent à mardi. La mère de famille a récupéré de justesse sa fille alors qu'elle montait dans le véhicule d'un inconnu qui a pris la fuite. Une enquête est en cours. Et puis cet appel lancé par SOS Amitié, il manque des bénévoles pour aider celles et ceux qui sont en détresse. L'antenne grenobloise, par exemple, compte aujourd'hui 33 bénévoles, alors qu'il en faudrait une cinquantaine pour fonctionner normalement. Enfin, un mot de votre météo. Le soleil brille généreusement sur nos 3 départements. Les températures vont de 21 à 25 degrés et le vent du nord est plus faible. Et on débute donc ce journal avec cette tentative d'enlèvement d'une fillette à Bourgoin-Jallieu. Mardi, en fin d'après-midi, non loin de l'école de Boussieux, une mère a récupéré de justesse sa fille de 4 ans qui était déjà montée dans la voiture d'un homme. Il l'avait attirée sans violence. Le conducteur a ensuite pris la fuite. Les enquêteurs sont depuis à la recherche d'un homme d'environ 50 ans qui circulerait dans une Mercedes, ancien modèle de couleur beige foncé. Je vous propose d'écouter l'interview recueillie par Aurélie Massé et Didier Albrand. Il s'agit de Jean-Pierre Girard, il est le premier adjoint au maire de Bourgoin-Jallieu et il s'exprime sur les mesures de sécurité qui ont été mises en place. On l'écoute. Nous avons demandé à la police municipale et à la police nationale, évidemment, d'augmenter sa présence, ses rondes, notamment aux abords de l'ensemble des établissements scolaires. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, va aussi vers les établissements scolaires. Les enfants doivent être remis aux personnes qui sont agréées à recevoir ces enfants, avec une vigilance encore plus attentive sur le lien avec ces personnes. Et puis évidemment aussi en direction des parents qui doivent être là plus en amont et être à leur tour aussi extrêmement vigilants et participer sans transformer ça en obsession excessive, mais avec cette vigilance et ne pas hésiter à signaler tout ce qui pourrait paraître comme des comportements suspects. Oui, un appel à témoins a été lancé en cas d'élément. Il faut contacter le commissariat de Bourgoin-Jallieu au 04 74 43 97 17. On poursuit avec ce conflit social au siège France d'Euromaster situé à Montbonneau, près de Grenoble. Un débrayage est en cours depuis 11 h ce matin. Ce mouvement est lié à l'annonce de la direction qui prévoit 49 licenciements pour septembre. Environ 300 personnes travaillent sur ce site, 3000 en France. Euromaster est une filiale du groupe Michelin. Je vous propose d'écouter un des employés menacés de licenciement au micro de Florine Ebba et Franck Serroni. On nous a dit qu'on va externaliser nos services ailleurs, sans nous préciser vraiment ce qui va se passer. Donc c'est vrai on ne comprend pas bien ce qui se passe et on a l'impression de payer les pots cassés alors que les objectifs de la société ont peut-être mal été décidés à un moment donné. Et sur le front de l'emploi, toujours cette bonne nouvelle, cette fois à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Trimé embauche à Saint-Jean-de-Maurienne. Le groupe familial allemand qui avait repris le site de Péchiné va investir plus de 100 millions d'euros sur 3 ans pour son activité principale, la production d'aluminium. L'usine génère 1500 emplois. Le SDIS 74, le service départemental incendie et secours de la Haute-Savoie, a récemment publié son bilan pour 2014. Et principal enseignement de ce bilan, le nombre d'interventions se stabilise. Il y a aussi la nécessité de trouver des sources d'économie. Les détails avec Xavier Schmitt. En Haute-Savoie comme ailleurs, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts. L'an dernier, ils ont effectué plus de 50 000 interventions. Leur nombre se stabilise pour la 2e année consécutive. Entre 2007 et 2012, l'activité avait grimpé de 20%. Le type de secours suit en revanche une tendance lourde. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, est appelé principalement pour l'assistance à personne. Elle représente plus de 70% des missions, loin devant les intempéries. Après les accidents de la route, les incendies n'occupent que 7% de l'activité. Dans son rapport annuel, le SDIS de Haute-Savoie souligne la diversité des compétences des pompiers et leurs performances classées parmi les meilleures de France. Mais à l'heure du reflux des finances publiques, de nouvelles sources d'économie sont à trouver aux yeux du principal contributeur, le conseil départemental. Après une période de rénovation ou de construction de casernes, les investissements immobiliers pourraient être réduits, de même que le parc de véhicules légers.
En Savoie, entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice, les usagers du train doivent encore patienter. Une partie de la ligne a été endommagée par un éboulement au début du mois d'avril. Depuis, de grands travaux ont été engagés. Ils devraient se poursuivre jusqu'à la deuxième quinzaine du mois de juillet. Cédric Picot, Franck Serroni. Les rails sont de nouveau en place. Les caténaires flambant neuves. En tout, 400 mètres de ligne ont été restaurés. Depuis un mois, quelques trains de fret circulent ici, à nouveau, mais les passagers attendront encore quelques semaines. On n'accepte pas de faire passer des voyageurs sur nos lignes s'il n'y a pas un niveau très élevé de sécurité. Donc pour l'instant, la politique, c'est de ne pas faire passer les voyageurs, les trains, tant que les filets anti-sous-marins qui nous empêchent les tirs au but de petite importance n'ont pas été remis en place. Au début du mois dernier, près de 500 mètres cubes de roches se sont décrochés de la Saulcette. Depuis, la pente a été purgée et de nouveaux filets de protection sont sur le point d'être installés. 2 fois plus résistants qu'avant, ils devront protéger les trains et la zone commerciale en contrebas. En attendant, les voyageurs doivent prendre la route entre Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Chaque jour, 20 bus transportent près de 900 personnes sur ce tronçon. Un trafic qui pourrait être augmenté avec l'arrivée des premiers vacanciers. Pour le début de l'été, on a un TGV, 2 TGV certains week-ends et on mettra en place bien évidemment les moyens de substitution pour prendre en charge nos clients de la meilleure des façons comme on a pu le faire ces derniers jours en basse saison ou alors lors des derniers week-ends de fort trafic d'hiver. Le chantier de la ligne devrait se poursuivre jusqu'à la deuxième quinzaine de juillet. Le coût total de l'opération est toujours en cours d'estimation. Direction la Suisse à présent, nos voisins sont les spécialistes des exoplanètes. Ces planètes situées hors du système solaire, on en compte environ 2000 et aujourd'hui le Muséum de Genève leur consacre une exposition. C'est l'objet de notre chronique scientifique préparée par Xavier Schmitt et Franck Serroni. Un télescope de l'Observatoire de Genève. Il a été utilisé jusqu'à la fin du XXe siècle. Discrètement mais brillamment, les astronomes suisses participent à l'exploration du ciel. Ils préparent le lancement d'un satellite, Khéops, en 2017. Il est dédié à la spécialité helvétique, les exoplanètes. Les planètes qui gravitent en dehors du système solaire. La grande surprise, c'est de voir la diversité non seulement des planètes, mais des systèmes planétaires. La première planète qu'on a trouvée, elle a la taille de Jupiter, mais elle tourne en 4 jours autour de son étoile. Et maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est les caractériser, c'est de savoir comment elles sont faites, comment elles ont été faites et quelle va être à peu près leur évolution. La première exoplanète a été détectée en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, 2 astrophysiciens genevois. Ils ont relancé une quête millénaire commencée dans l'Antiquité. Le Muséum de Genève fête les 20 ans de la découverte. Une exposition allie en beauté la recherche scientifique et la part du rêve. Près de 2000 exoplanètes ont été dépistées à ce jour. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer vraiment une ambiance très noir-blanc, de développer une identité visuelle très forte pour que les gens en fait suivent ce long parcours depuis le jour finalement où on s'est posé la question de savoir s'il existait d'autres mondes dans l'univers et puis le jour où on les a trouvés ces autres mondes. Impossible encore de voir ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Elles se cachent à des années-lumière dans notre galaxie, la Voie lactée, et leur rayonnement est très faible. Les exoplanètes sont repérées indirectement grâce à une batterie d'instruments et d'ordinateurs couplés au télescope. Les Suisses disposent notamment de 2 observatoires au Chili et aux Canaries. On a besoin d'avoir beaucoup de planètes pour faire des modèles, pour faire des simulations numériques qui peuvent nous expliquer un peu comment tout ça s'est formé. Tous les appareils qui sont mis en place en ce moment, c'est pour chercher des planètes Terre. Non seulement des planètes Terre, mais des planètes Terre dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire que là où il ne fait pas trop chaud, là où il ne fait pas trop froid, pour qu'on ait de l'eau liquide indispensable à la vie. Les exoplanètes livrent de plus en plus de secrets. Leur masse, leur taille, leur composition, elles n'en finissent pas d'étonner les astronomes et de nourrir leur espoir de déceler un jour une vie extraterrestre.
social à présent et on s'arrête quelques instants sur le travail effectué par les bénévoles de SOS Amitié. Leur aide est indispensable, mais aujourd'hui leur nombre est insuffisant pour répondre à toutes les demandes. Illustration à Grenoble avec le reportage de Florine Ebat et Dominique Bourget. SOS Amitié, bonjour, je vous écoute. Le point fort de l'association, c'est l'anonymat garanti. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait à dire, personne ne vous juge. Je vous écoute, je vous écoute. Les écoutants sont tous bénévoles, engagés volontaires. Ils passent des heures au téléphone avec des inconnus, généralement en situation de crise émotionnelle ou matérielle. Je me sens utile et puis je pense que ça participe à la notion d'échange, que c'est très important qu'on échange. On est dans une société où souvent on s'occupe beaucoup de choses très pratiques, mais on ne parle pas toujours des choses un petit peu profondes, un petit peu essentielles. Oui. Les bénévoles bénéficient d'une longue formation pratique et théorique avec entre autres un psychologue. La première compétence souhaitée, la motivation. Pour être écoutant, il faut ensuite être fiable. L'exercice demande du temps, de 18 à 24 heures par mois et de l'investissement personnel avec un contrat de 2 à 3 ans à la clé. Ça me prend 1 à 2 demi-journées par semaine et puis 1 nuit par mois. C'est un gros engagement, disons que c'est un engagement vraiment régulier. Il ne faut pas se dire « Ah tiens, je vais y aller, là, cette semaine j'ai un peu de temps ». Non, on est obligé de programmer ça sur le mois. Ce pacte peut paraître exigeant, mais il est indispensable pour assurer un bon suivi. Le mal-être, la détresse représentent 2/3 des appels reçus, dont un bon nombre d'habitués. Les appelants sont à l'image de notre société, des monsieur et madame tout le monde, de tous âges et de tous milieux, presque autant d'hommes que de femmes et parmi eux, de plus en plus de préados. Quand ils appellent, ils savent très bien qui ils appellent à SOS Amitié. Ils appellent des gens, pas de leur âge, mais qui sont en mesure peut-être de leur apporter un semblant de solution à leurs problèmes. Il y a une demande importante sur tous les chats, parce que c'est une population qui est très très jeune, qui appelle sur le chat et ça peut commencer à 12 ans. Les 47 centres que compte le territoire français se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ça, il faut du monde au bout du fil. L'antenne grenobloise compte aujourd'hui 33 bénévoles, alors qu'il en faudrait une 50aine pour fonctionner de manière satisfaisante. Vous le savez, hier, 4 anciens résistants sont entrés au Panthéon et parmi eux la haut-savoyarde Geneviève de Gaulle-Antoniose, un hommage rendu alors que l'on célébrait hier aussi l'anniversaire de la création du CNR, le Conseil national de la résistance, est né un 27 mai 1943. Et pour l'occasion, le musée de la résistance de Grenoble que vous représentez, Olivier Cogne, bonjour. Bonjour. A projeté hier en avant-première le documentaire de Bernard Favre, Cette lumière n'est pas celle du soleil. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de regarder un extrait. Faut pas croire que dans la résistance, il n'y a eu que des braves gens. Hein. C'est pas vrai. Pas vrai. Oui. Bon, moi, j'ai assisté à des scènes qui ne sont pas des plus jolies. Hein. J'ai vu descendre un milicien à côté de moi. Et bien, vous savez, à 18 ans, quand vous avez un gars qui se fait descendre à côté de vous, là, puis que les cervelles s'agiclent, puis eh ben, c'est pas bien beau à voir. Hein. Olivier Cohn, bonjour. Vous êtes donc le directeur du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Ce sont des témoignages très durs. Oui, auxquels on n'est pas forcément habitué. Au-delà de l'histoire factuelle, au-delà des faits militaires, on n'est peut-être pas habitué à entendre ce type de témoignages qui sont finalement au plus près des comportements humains, de ce que cette période nous a livré, des comportements de chaque individu face à cette tragédie qui a été la période de la guerre, face au régime de Vichy, face à l'occupation, et comment un certain nombre de personnes se sont engagées à l'époque dans la résistance. Et ça n'a pas été un choix anodin, et pour certains d'entre eux, pour beaucoup même, ils ont été confrontés à la mort. Et l'extrait que l'on a vu là fait référence notamment à la période, en particulier de celle qui a précédé la libération, avec des miliciens, des collaborateurs français, puisque évidemment, partie de la population s'est engagée aussi en faveur de l'Allemagne nazie, et comment certains de ces résistants ont dû exécuter, éliminer ceux qui étaient leurs ennemis à l'époque, ce qui a laissé beaucoup de traces traumatisantes pour ceux qui ont survécu à la guerre dans leur parcours de vie.
Alors je le disais hier, c'était la journée nationale de la résistance. C'était aussi donc on fêtait aussi la création du CNR créé en 1943 le 27 mai par Jean Moulin. Comment ce CNR est-il né? Comment a-t-il été créé? Jean Moulin crée donc ce Conseil national de la résistance à Paris, dans une ville occupée, au mois de mai 1943, dans des circonstances extrêmement difficiles, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Il va parvenir à rassembler les principaux responsables des mouvements de résistance, des partis politiques engagés dans la résistance, mais aussi des syndicats, et va faire en sorte que, donc au mois de mai 1943, ces principaux responsables arrivent à s'entendre sur un projet de libération de ce pays, avec évidemment comme chef suprême le général de Gaulle qui, lui, agit depuis Londres. Donc c'est un rôle extrêmement éminent de Jean Moulin, dont on ne dit pas assez aussi qu'il va être rapidement arrêté et que finalement cette action de Jean Moulin va être empêchée dans le développement de ce CNR au mois de juin 1943, date de son arrestation, même si le Conseil national de la résistance va lui survivre. Et justement, qu'est-ce qu'a permis ce CNR alors ? Ce CNR, c'est évidemment un plan d'action pour la libération, mais c'est aussi un programme qui va permettre d'établir un certain nombre de mesures politiques, économiques et sociales, dont certaines seront appliquées à la libération et dont on jouit encore aujourd'hui. Ce sont des mesures très importantes sur lesquelles on a pu revenir ces dernières années, avec des mesures de nationalisation, notamment des banques, des mesures qui sont importantes avec la mise en place de la fonction publique, l'éducation et l'accès à la culture, des mesures essentielles qui finalement sont héritières de la résistance. Et que l'on voit encore aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas Olivier Cohn, d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment. Un tout autre sujet à présent, les 42 véhicules de la course Megève-Saint-Tropez se sont élancés hier depuis les routes de Haute-Savoie. Ce rallye tout juste créé réunit de très belles voitures anciennes. Alors ici, pas de chronomètre. On est là pour le plaisir de la belle mécanique. Bernard Portugal, Jean-Pierre Rivet. Les chromes brillent de mille feux et les peintures sont rutilantes. Ces voitures sont de véritables bijoux, choyés, époussetés, nettoyés, bichonnés par des propriétaires passionnés. Mais moi je trouve que c'est intéressant de les montrer et de les sortir et pas les laisser dans un garage. Bon, il y a des multimillionnaires qui préfèrent les garder dans les garages et pas les montrer. Nous on essaye de les sortir un petit peu. Puis on a la chance d'avoir le beau temps, donc c'est parfait. Porsche, Jaguar, Mercedes ou Aston Martin, des véhicules prestigieux nés au siècle dernier, mais prêts à affronter sans sourciller les routes des Alpes. Au programme de ce Megève-Saint-Tropez, 800 km en 5 étapes, 20 cols mythiques et beaucoup de bonne humeur. C'est d'esprit de convivialité déjà avant tout, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas une notion du tout de vitesse, ni de notion de régularité. Donc on a agrémenté, nous, l'épreuve avec des épreuves plutôt ludiques, avec des gymkhana, avec des épreuves quand même de régularité, et puis des petites questions au contrôle de passage qui vont être sur la culture générale ou le roadbook. Donc je pense qu'avec le temps qu'on va avoir, les concurrents vont en prendre plein les yeux et c'est le but. Rouler les cheveux au vent et en prenant le temps de contempler le paysage sans se soucier du chronomètre au volant de